Bonjour Richard. Alors Bruno Retailleau a réussi un joli coup. Il a réussi à réunir dans un même communiqué de presse les supporters de football des clubs aux plus fortes rivalités dans le championnat français. Les Parisiens et les Marseillais, les Lensois et les Lillois, les Lyonnais et les Stéphanois. En tout, ce sont carrément 129 associations de supporters qui ont signé un communiqué commun grâce à Bruno Retailleau. Le seul problème pour le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'un communiqué de soutien à sa candidature à la tête de LR, mais d'un communiqué contre lui. Cette semaine, le journaliste Nicolas Boutin signe dans Valeurs Actuelles un article titré Le bras de fer ultra risqué de Retailleau. Un jeu de mots s'est caché dans le titre. En effet, depuis un mois, le ministre de l'Intérieur s'est engagé dans la volonté de dissoudre un certain nombre de groupes de supporters dits ultra, dont des groupes historiques avec plusieurs décennies d'animation de leur tribune, comme les Magic Fans et Green Angels de Saint-Etienne ou la Brigade Loire de Nantes. Alors d'abord, de quoi et de qui parle-t-on? Petite explication de votre serviteur sur le mouvement ultra, pour les quelques auditeurs qui ne seraient pas trop habitués, des tribunes de football, des chants, des banderoles, des tambours accrochés au grillage, des déplacements en bus à l'autre bout de la France ou des fumigènes colorés. Dans le monde du football, on distingue deux modèles de supporterisme que les spécialistes qualifient de jusqu'au boutiste. Ils sont nés quasi simultanément en Italie et en Angleterre à la fin des années 60, en réaction à la professionnalisation du football vécue comme un éloignement, voire une confiscation par une grande partie du public issu des classes populaires. Aujourd'hui encore, la contestation du foot business et de ses dérives mercantiles est très présente parmi les ultras. Dans les deux cas, il s'agit d'afficher son attachement à son club de la manière la plus démonstrative possible, quitte à aller parfois, c'est vrai, jusqu'à défendre celui-ci avec ses points. Mais si dans le modèle anglais, les fans, ou hooligans dans le langage populaire médiatique, l'affrontement physique est central, chez les ultras, celui-ci n'occupe qu'une place marginale. La violence dans l'univers ultra est en général considérée comme défensive. Au-delà du simple sujet footballistique, on retrouve des logiques très anciennes de rivalité de quartier, de séparation sociale, c'est le cas à Londres ou Rome par exemple, de rivalité régionale, ou bien encore parfois aussi, venant s'y ajouter, des rivalités politiques, certains groupes revendiquant en effet un ancrage idéologique fort, très à droite ou très à gauche. Alors dans notre France archipélisée et multiculturelle, cela s'est traduit aussi par le conflit au sein même des supporters du PSG, entre supporters de la tribune Boulogne, patriotes, et ceux de la tribune Auteuil, plutôt orientés à gauche, mais surtout devenu le point de regroupement des supporters venus des cités. Un ultra, il évolue au sein d'un groupe organisé, on a une carte de membres, un directivo, un directoire prend les décisions, un capot anime la tribune, il suit son équipe partout, il n'hésite pas à emporter les couleurs, et pour lui, l'animation de la tribune est un sujet essentiel. Les groupes ultras sont aussi souvent impliqués dans la vie du club, ce qui peut parfois aller jusqu'à la cogestion des tribunes et même un intéressement financier sur les abonnements par exemple. Alors la tendance pour les clubs est en effet depuis des années de vouloir se débarrasser de ces supporters remuants, mais aussi protestataires, quand des décisions ne leur conviennent pas. Ce sont les ultras qui réclament la tête d'un président ou d'un entraîneur, pas des supporters sages et assis. Dans le même temps, quand un club est en difficulté sportive, on en appelle à ses supporters parce que sont toujours là. On interdit les fumigènes dans les stades, mais c'est pourtant les craquages illuminant les stades qu'on va montrer sur les campagnes d'abonnement à chaque rentrée. J'imagine que de nombreux auditeurs doivent se dire qu'après tout, le ministre Retailleau a bien raison de vouloir en finir avec ses supporters turbulents, leurs banderoles pas toujours subtiles, leurs chants qui ne le sont pas toujours davantage, et leurs échauffourées. Ne nous y trompons pas. Nous ne sommes pas ici dans une logique de pacification de la société, mais de domestication. Si les ultras dérangent, c'est parce que dans une société atomisée, ils sont encore une expression du collectif et un espace de socialisation qui échappe à la fois à l'emprise de l'État et du marché. Si les ultras dérangent, c'est parce que dans le monde absolument pourri du football actuel, ils sont encore un espace qui vient contredire la marchandisation totale de ce qui est ou fut l'une des plus grandes passions populaires. Si les ultras dérangent, c'est aussi parce qu'ils sont l'un des derniers espaces de liberté où peut encore s'exprimer un peu de fierté et même, horrible, de virilité. Surtout, ces pulsions régulières des ministres de l'Intérieur, Retailleau n'est pas le premier pour faire taire les tribunes, sont toujours regardées en miroir de leur incapacité à faire régner l'ordre dans le pays et assurer la sécurité des Français. Une idée très bien résumée dans une récente banderole des supporters de Rouen, Retailleau, gros bras avec les ultras, petit bras avec les OQTF. Et s'agissant même du foot, si, comme le dit la ministre des Sports, le gouvernement veut assurer des tribunes festives et familiales, je ne crois pas que le combat soit mené au bon endroit. Nous le savons tous, la vraie violence, la violence gratuite, elle est aujourd'hui très largement dans le football amateur. Chaque week-end, des joueurs, des arbitres sont agressés. Ce n'est pas par des ultras, nous le savons très bien. Il y a quelques années, le groupe de rock Hotel Stella avait parfaitement résumé tout cela dans une chanson que Bruno Retailleau devrait peut-être écouter et dont je vous livre quelques mots en conclusion. Je ne vais pas vous la chanter, je vous l'épargnerai. Ah, bah non. Derrière mon blason, mon équipe, mes couleurs, toujours présent, j'y mets un point d'honneur. Nous avons une histoire, des valeurs
et tous nos chants ne forment qu'un seul cœur. La tribune espace de liberté, notre peau au bout de notre fierté, toujours debout, ultime supporter, prêt à tout pour un football populaire. Et tu réprimes, car tu ne comprends pas, ce qui m'anime, tu ne le ressens pas, cette volonté de sortir du rang et cette fierté d'être membre d'un clan. Ce week-end, dans toute la France, dans des grands clubs, dans des plus petits, il y aura encore des passionnés qui retrouveront leurs amis, qui viendront oublier leur mauvaise semaine, qui viendront chanter leur fierté, non pas seulement d'un maillot, mais aussi d'une histoire et même d'un territoire. Ils auront parfois fait des milliers de kilomètres entassés dans un bus. Eh bien moi, je vois dans ces espaces de liberté et de fierté que sont encore les groupes ultras, un signe que même s'il est déjà très tard, notre peuple vit encore et qu'il n'est pas encore trop tard.